L'année blanche, François Ekal, j'ai la conviction qu'on y va. Total, partiel. Est-ce que c'est faute de mieux? Allez, 5,7 milliards dit l'Institut des politiques publiques, 6,2 milliards dit hier l'OFCE. Allez, ils sont 40, on en a déjà 6. Je ne sais pas comment ils trouvent ce chiffre, d'ailleurs, je n'ai pas vu, parce qu'en fait, l'année blanche, ça peut avoir un périmètre très variable. Ils prennent, c'est quoi? C'est gel des prestats, gel des pensions, oui, gel des barèmes de l'IR, avec 1,1 d'inflation. Oui, mais on peut aller beaucoup plus loin. Oui. En effet, le minimum, enfin, je dirais, le cœur de l'année blanche, c'est la désindexation. D'abord, ça dépend de l'inflation. Bon, mais 1,1, après, 1,2. Mettons, 1% d'inflation. Après, ça peut concerner, en effet, les prestations sociales indexées, mais c'est surtout les retraites, les allocations logement. Après, les minima sociaux, pas sûr qu'on les mette dedans. Et puis après, vous pouvez avoir des tas de choses. Vous pouvez avoir un gel des dotations de l'État aux collectivités locales, vous pouvez avoir un gel des revalorisations tarifaires des professions de santé, vous pouvez avoir dans la fonction publique, le gel du point, ça fait 12 ans qu'on le gèle, mais vous pouvez compléter par un gel des mesures catégorielles, même dans les cartons de la direction du budget et de la Cour des comptes, il y a le gel des avancements aussi. Il y a plein. Donc là, vous pouvez arriver à 15 milliards aussi. On pourrait faire 15 milliards d'années blanches. Oui, si vous multipliez, si vous faites tout ça. Puis après, vous avez aussi la composante fiscale de l'année blanche. Alors, là, c'est le barème de l'impôt sur le revenu. Oui. Le barème de la CSG, parce qu'il y a un barème de la CSG. Les retraites pour les retraités, en fonction de leur niveau de revenu, ils n'ont pas le même taux de CSG. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles. On peut avoir donc 6 milliards, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va être annoncé. Après, les économistes vous diront c'est pas brillant parce que normalement, quand on veut faire des économies, il faut commencer par évaluer les dépenses publiques et réduire celles qui ne sont pas, je dirais, dont l'utilité n'est pas suffisante au regard des impôts qu'il faut lever pour les financer. Bon, ça, c'est la réponse académique. Après, les évaluations, ça prend du temps, c'est compliqué, c'est long et c'est jamais jamais totalement conclusif. C'est jamais oui ou non, c'est souvent gris. Donc parfois, le rabot, parce que là, on est dans le rabot, le rabot dans une situation d'urgence où il faut vraiment faire des économies très importantes, ça peut être utile. Mais ce que je trouve le problème, c'est que ce rabot, il faudrait le faire plusieurs années de suite. C'est-à-dire que là, même si on arrive à faire 15, 20 milliards, 25 milliards, simplement pour stabiliser la dette, je rappelle, l'ordre de grandeur de l'effort à faire, il est plutôt de 120 milliards. Donc, stabiliser la dette en pourcentage du PIB, pas en euros, bien sûr. Oui, d'ici 29. L'année blanche, comme l'a dit François Ekal, ce n'est pas une solution de long terme. Ça peut mettre le système un peu en tension, c'est-à-dire si on ne trouve pas les économies intelligentes, on fait ce rabot. Ça met quoi en tension? Et prendre conscience un peu tous les postes de dépenses. Donc on a l'État central qui représente à peu près 38%, je crois, des dépenses. Donc ces dernières années, c'est essentiellement l'État central qui a subi les coupes. Alors que l'excès de dépenses n'est pas vraiment dans l'État central. Alors, on a une croissance des dépenses qui est très rapide, notamment dans la santé. On comprend pourquoi, c'est structurel. Mais on a aussi une croissance très rapide dans les collectivités territoriales qui disent on n'a pas de déficit. Mais oui, mais il y a des transferts de l'État. Je crois que c'est de l'ordre de 150 milliards par an de transferts. Donc on voit tout de suite, 1%, ça fait 1,5 milliard, 1% de ces transferts. Le gel dont parlait François Ekal. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une vision vraiment équilibrée et large de la réduction de la dépense. Et je parle bien de la dépense et non pas du déficit. Parce que si on commence à parler de la répartition du déficit, il est comptable avec des transferts dans tous les sens, donc ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu comme le débat sur les retraites. Donc je pense que ça a ce mérite-là. Et le mérite, on parle souvent des gagnants et des perdants. Là, on n'a que des perdants, donc ça répartit un petit peu la douleur dans toute la population. Mais évidemment qu'il va y avoir des exceptions. Le bas de l'échelle des revenus, on se voit mal ne pas indexer les minima sociaux. On a un problème de recrutement dans l'enseignement. Donc, geler les salaires dans l'enseignement, pas poser problème. Enfin, voilà, il va y avoir un certain nombre de sujets à traiter, forcément. Et donc, les économies qu'on peut faire avec un calcul de coin de table sont sans doute pas celles qu'on peut obtenir à l'arrivée. Et l'OFCE a listé donc, les perdants, les retraités, c'est 350 € de revenus disponibles par an.
Les ménages salariés, 105 € par an, les indépendants, 165 € par an, les chômeurs, hein, parce qu'il y a les revenus de remplacement qui pourraient éventuellement être concernés, 180 € sur l'année, et les 5% les plus riches, 390 € sur l'année, avec l'année blanche, avec le gel des 3 hein, uniquement, mais on n'est pas allé au-delà de... Pour poursuivre sur le budget 2026, vous sentez comment l'histoire de l'hyper? Éric Lombard a dit, bon, cette fois-ci promis, on lâche la bride aux entreprises, on leur refait pas le coup de l'impôt exceptionnel qu'on reconduit. Grand message d'amour répété encore une fois à Aix-en-Provence par le ministre de l'économie auprès des chefs d'entreprise que vous êtes. Vous êtes rassurés? Oui, enfin, on sera rassurés quand on verra le budget. Mais on est quand même dans 7 jours, vous en saurez plus. Non, mais c'est quand même une équipe, enfin, depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, quelles que soient les critiques qu'on a pu faire, enfin, c'est quand même des gens qui ont compris effectivement que continuer à assommer les entreprises de prélèvement, c'était pas la solution, et c'est ce qui contribue à créer la pauvreté dont on parlait tout à l'heure au final, et à détruire l'économie et le tissu économique. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, le vrai sujet, d'ailleurs, il a commencé à être abordé. Mais très très modestement, je trouve, c'est le programme de transformation dont on a besoin de tout l'appareil public, quoi, hein, avec une remise à plat complète, mais qui va prendre énormément de temps, parce que c'est des questions d'organisation, c'est des questions de système d'information, il y a des hommes et des femmes qui sont concernés, il faut faire des pilotes un peu partout, dans toutes les administrations, ce que fait par exemple France Travail aujourd'hui avec Thibaut Gulluy, qui est en train d'essayer de sa propre initiative de transformer France Travail de façon absolument spectaculaire. Je ne sais pas si ça marchera, mais en tout cas l'initiative est très impressionnante, hein. Il veut faire plus avec moins, il a même un Net Promoter Score chez France Travail aujourd'hui, donc il fait évaluer la performance de France Travail par l'utilisateur. Il a un vaste programme de baisse des effectifs qui est inévitable. On a des leviers considérables de ce point de vue-là. On commence à en parler effectivement un tout petit peu. Les départs à la retraite de fonctionnaires chaque année. Alors François Hécal me corrigera, mais on est peut-être sur un volant de 150 000 à 200 000 personnes qui partent à la retraite chaque année, voire un peu plus, avec en plus les démissions, les décès, malheureusement. Tout ça fait quand même beaucoup de gens qui partent. Et depuis le début du quinquennat, enfin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y a rien eu de fait sur ce volet-là. Hein, il avait promis 120 000 sur le premier suppression de fonctionnaires. Vous en avez pratiquement 200 000 qui partent à la retraite chaque année. On a 5,7 millions de fonctionnaires, plus les quasi-fonctionnaires justement de France Travail, de Météo France, de toutes les administrations connexes, l'URSSAF, etc. Vous avez un volant de 7 millions de fonctionnaires avec à peu près 2,5 à 3% de gens qui partent à la retraite chaque année. Et on a renouvelé systématiquement tous ces départs à la retraite. Alors, c'est très compliqué d'une année sur l'autre, très rapidement, de dire je renouvelle pas tout le monde. Ça demande un vrai travail de réorganisation, de re-engineering pour repenser les organisations. Donc, ça se fera pas du jour au lendemain. Mais il faut commencer le plus tôt possible. Et le plus tôt vous commencerez, le plus crédible vous serez vis-à-vis des créanciers du pays qui diront bah oui, j'achète un programme de transformation qui, à 5 ans, va me permettre effectivement de baisser le nombre de fonctionnaires de 500 000, 600 000, qui est ce dont on a besoin pour arriver aux 120 milliards. Moi, je pense que c'est plutôt 200 milliards qu'il faut trouver. 200 d'ici 2029, personne n'a eu l'audace pour redevenir un pays normal. On arrête d'avoir des déficits qu'on fait financer par nos enfants et on a un taux de prélèvement qui est normal. C'est au moins 200 milliards. Et il faudra y venir pour redevenir un pays normal qui se rapproche un tout petit peu de certains de nos voisins les plus performants. François, mais déjà 120, ça serait formidable. Hein. Et donc ça nécessite effectivement de ce travail d'organisation avec des pilotes où on commence modestement dans toutes les grandes administrations. On sait qu'on a des effectifs pléthoriques dans les administrations. Il y a même des benchmarks au CDE que moi je cite régulièrement. On sait très bien que dans le système de santé, dans les hôpitaux français, on a plus de 30% de personnes administratives quand la moyenne au CDE est autour d'un peu plus de 20. Donc on a pratiquement 10 points d'écart. On a beaucoup trop de personnes administratives. On a une tendance française à la suradministration. On le sait très bien. C'est vrai dans tous les domaines. Quand est-ce qu'on s'attaque à ça sérieusement? Quand est-ce qu'on démarre effectivement cette transformation et ces pilotes un peu partout pour trouver les 120 milliards ou les 200 milliards dont on a besoin? La solution est là, François Hécal, dans la fonction publique et les effectifs de la fonction publique et le sujet des collectivités locales. Si je peux permettre juste de le dire rapidement, il y a aussi bien sûr des problèmes de rémunération, en particulier dans l'éducation, et donc il faut qu'une partie effectivement de ces économies soit réaffectée à l'augmentation des fonctionnaires les moins bien payés, sous forme, selon moi, uniquement de primes aux résultats. Mais par exemple, dans l'éducation, bien entendu, on n'arrive plus à attirer des profs de bon niveau, c'est pas normal. Oui, c'est assez dramatique. C'est dramatique, et donc il faut peut-être que 10% des économies soient affectées
affectés à ça, peut-être 10% aussi affectés à traiter le problème du pouvoir d'achat des plus modestes, qui est un vrai sujet. Encore une fois, le choix de la pauvreté qu'on a fait, il faut peut-être aussi utiliser une partie des économies à ça, et puis le reste, abaisser les prélèvements, abaisser la dette et arrêter d'endetter nos enfants pour financer notre train de vie. C'est la solution à 3-4 ans, François Héclin. Sur les 120 milliards, en fait... Les effectifs, non mais une bonne partie de la réponse serait dans les effectifs, et notamment dans les collectivités locales. Oui, non, juste les 120 milliards, parce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est 120 milliards à un moment où il faudrait augmenter les dépenses militaires et les dépenses environnementales. Oui. Ce qui a été décidé à l'OTAN, c'est de passer à 3,5 PIB de dépenses militaires au sens strict. Ça ferait 45 milliards de plus par an. 45 milliards de plus par an. Et dépenses environnementales, si on prend le rapport Pisani-Mafou, c'est à peu près pareil. Oui, 35. Donc voilà. Donc ça veut dire que l'effort, en effet, il n'est pas loin de 200 milliards sur si on veut le faire sur les autres dépenses ou sur des prélèvements obligatoires. Donc si on veut arriver à 120 milliards net, pour arriver à 120 milliards net, on n'a jamais fait ça. Non, on n'a jamais fait ça. Et peu de pays l'ont fait. Et vous y croyez et par les effectifs, uniquement par les effectifs, non, ça ne suffira pas, évidemment. Après, il y a des choses à faire, oui, les collectivités locales. Sur les effectifs, si on regarde l'évolution des effectifs de la fonction publique depuis qu'on a des séries longues, c'est-à-dire depuis 25 ans, ça a augmenté. Et même si on corrige des transferts d'emplois et de compétences entre l'État et les collectivités locales dans les années 2000, on a une hausse de 45% dans les collectivités locales et 7% pour l'État. Ça montre que l'État a fait des efforts. 45% alors que la population croît de 14. 14-15% la population. Donc oui, il y a des choses à faire dans les collectivités locales. Mais dès que vous dites ça aux élus locaux, tous partis politiques confondus, tous, ils sont unanimes disant on n'a aucun effort à faire. Nous, en effet, on est à l'équilibre, etc. Si on est en déficit en comptabilité nationale, c'est parce qu'on investit, donc c'est très bien. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Le sénateur en chef des centristes, Hervé Marseille, indique que Bercy s'apprêterait à demander 7 milliards d'efforts en 26 aux collectivités locales. Donc on est bien d'accord que c'est quand même l'un des leviers importants. C'est inévitable. L'un des leviers importants, mais pas le seul, et qu'il ne suffira pas. Surtout que vous n'avez pas échappé que Charles de Courson commence à faire les comptes des recettes, et là, à mi-année, on n'y est pas. Il dit les 5,2% de déficit, les 5,4 2025. Il dit qu'il manque 16 milliards d'euros d'après lui à date là. Il faut se méfier des remontées comptables en début d'année. C'est pas toujours extrapolable. Après, il y a des risques sur la macroéconomie, c'est sûr. Vous croyez? Non, franchement, les 40 milliards là, vous imaginez qu'on va pouvoir les afficher? Bon, au moins tenir le chiffre. Après, qu'est-ce qu'on trouve dedans? La partie hausse d'impôts pure, baisse de dépenses fiscales, qui est de la hausse d'impôts qui ne dit pas son nom, et baisse de dépenses structurelles réelles et sérieuses, qui serait par exemple de jouer sur les effectifs de la fonction publique, vous pensez que... Je ne sais pas, on verra la semaine prochaine. Bon, Agnès Benassi-Kéré, je ne sais pas. Je voudrais un tout petit peu dédramatiser. Alors dédramatisons. Donc, je laisse de côté les problèmes de hausse de dépenses militaires et pour la transition écologique que nous allons quand même faire. Mais si on s'en tenait au périmètre actuel, en fait, si on se contentait de maintenir les dépenses en volume, c'est-à-dire un gel année après année pendant d'ici 2029, on atteindrait les objectifs. Si on garde 57 par rapport au PIB, c'est ça que quand on dit 40 milliards, c'est par rapport à une trajectoire de hausse nominale. Et donc, si on maintenait en volume, si on stabilisait en volume, alors ça suppose des redistributions, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les dépenses de santé vont augmenter en volume. Et donc, il faut que ça baisse ailleurs. Par ailleurs, il y a d'autres dépenses qui vont arriver. Mais on a discuté le gel. On sait bien qu'on ne peut pas le faire année après année, sur plusieurs années. Mais en fait, ça donne quand même le benchmark, la référence par rapport à laquelle il faut se situer. C'est-à-dire, ce n'est pas une baisse nominale des dépenses. Dans certains secteurs, oui, mais en moyenne, non. Il y a forcément un peu de bonne taux à l'intérieur. Si on faisait un gel en volume, on tient la route 29 ? Oui, mais un gel, je dirais de manière un peu spontanée, les dépenses publiques, elles augmentent en volume de un peu plus de 1%. Voilà. Ça fait quasiment 20 milliards. Donc si vous gelez en volume, vous faites une économie de 20 milliards. 20 milliards sur 6 ans, vous arrivez à 120 milliards.